Bienvenue pour cette session cet après-midi. Je pense qu'on va commencer. Donc, moi, je m'appelle Ken et c'est moi qui va faire cette petite présentation. Le projet, les données que je vais présenter étaient menées largement par Raoul et Clémence. Je ne montre pas photo parce que vous allez les voir tous les deux en direct tout de suite après moi. Donc, j'aurais parlé de le facteur de transcription OTX2 et la dégénérescence rétinienne. Mais avant que je vais trop loin, c'est très important que je vous informe que j'ai des intérêts précis dans cette histoire. Je suis convainqueur de l'utilisation d'OTX2 pour le glaucome, aussi pour l'Engrel et le Parkinson's, et j'ai des parts dans un boîte privée en start-up. Donc, j'aurais commencé en parlant de la représentation sensorielle et surtout le système visuel. Cette image qui a été faite par Pascal illustre bien qu'on a l'environnement externe ici et par une représentation et traduction, l'information arrive au cerveau. Et pour le système visuel, l'imagerie à l'extérieur est traduite par une feuille de neurones ici à l'arrière de l'œil, la rétine. La rétine est composée par des neurones en couches différentes. Ici en haut, c'est le vent de l'œil. La lumière pénètre dans toute la profondeur de la rétine, où chaque photon est traduit en un signal neurochimique par ce photorécepteur, ce neurone bâtonné au cône. Cet épithélium neuronal est tellement sensible qu'un seul photon est capable de causer, d'induire un changement, une hyperpolarisation dans le neurone photorécepteur. Après la traduction de l'information visuelle, le photon en signal neurochimique, il est transmis verticalement par les cellules bipolaires ici, et éventuellement la cellule ganglionienne rétinienne, un autre neurone, qui est la seule sortie de la rétine vers le cerveau. En dehors de ce processing, ce traitement des images dans le sens vertical, il y a aussi des traitements des informations horizontales, ici par les cellules horizontales, qui modulent l'efficacité synaptique entre le photorécepteur ici et le bipolaire, et aussi à ce niveau-là, au niveau des endocrines, qui modulent les synapses entre le bipolaire et les cellules ganglionnaires rétiniennes. Donc, on avait déjà entendu parler un petit peu des homéoprotéines. Donc, les homéoprotéines sont codées par des homéogènes, des gènes homéotiques. Et les gènes homéotiques sont le régulateur le metteur en scène de la forme du corps à cours de développement. Donc, ils contrôlent où, quand et comment les aspects du corps se mis en place au cours du développement. Et dans cet exemple de mouche, on a une homéoprotéine, un gène homéotique antennapidia. Quand il y a un changement dans son expression, au lieu d'avoir des antennes ici, on a des pattes qui se forment là. Autrement dit, c'est-à-dire que cette région de la tête de la mouche est respécifiée en autre partie du corps. Dans ce cas-là, la patte. Donc, ces gènes homéotiques codent pour des homéoprotéines, comme Julia et Ossine ont déjà parlé. Ils consistent dans une séquence des acides aminés qui s'appelle le homéoboîte. Et cette séquence des acides aminés fixe l'ADN et il régule la transcription des gènes, la transcription de ADN à ARN. Donc, ils sont des facteurs de transcription. Mais la grande découverte dans le laboratoire d'Alain et Prochon et avec Alain Joliot, c'est que ces protéines peuvent avoir des effets dans des cellules qui n'expriment pas. C'est-à-dire que la protéine peut exprimer dans une cellule, elle sort, et puis elle peut avoir des effets dans les cellules voisines, où elle peut réguler aussi la traduction des protéines. Et donc, ça représente à l'époque une nouvelle classe de protéines de signalisation. Donc, je vais parler un petit peu de cet aspect des activités non cell autonomes. Et le laboratoire, pendant des années, a décrit pas mal d'exemples. La formation de l'œil, donc quand la protéine peut sortir, d'être internalisée dans une cellule voisine, réguler la transcription, comme d'habitude, mais aussi la traduction.
dans la formation de compartiments, par exemple l'œil, dans le guidage axonal pendant le développement, aussi dans la période critique dans la plasticité. Aujourd'hui, je vais me cibler sur cette histoire ici qui concerne la mise en place de cet épithélium neuronal, la rétine, et la dégénération. Et aussi, il y a des exemples dans le moelle épinière. Donc, j'ai dit que ces protéines peuvent transférer entre les cellules. Donc, voilà juste un exemple que Raoul a démontré. Il a pris des cellules COS, ils ont transfecté ces cellules pour exprimer l'OTX2 avec une étiquette rouge. Il a mis en culture avec des neurones embryoniques de cortex de souris qui sont colorés en vert. Donc ici, on a le noyau de cellules COS qui exprime l'OTX2 dans le noyau, facteur de transcription. Mais autour, j'espère que vous voyez les noyaux qui sont plus petits, qui sont les neurones. Donc cette OTX2 rouge est exprimée dans les cellules COS. Elle est sortie de ces cellules et elle est captée par des cellules voisines, les neurones, qui n'expriment pas OTX2. Si on reprend notre schéma de la rétine, avec la lumière ici, le photorécepteur, et on regarde où est exprimé ce gène OTX2. Ça, c'est en rouge. Le gène est exprimé dans le photorécepteur, toutes les cônes et le photorécepteur bâtonnet, et aussi dans la cellule bipolaire. Par contre, si on essaie de détecter la protéine par un anticorps, donc cette fois-ci, ce n'est pas l'expression du gène, mais la présence de la protéine, on trouve la protéine dans le photorécepteur bipolaire, ça c'est normal, mais on trouve aussi dans les cellules ganglionnaires rétiniennes où c'est impossible de détecter l'expression du gène. Donc, dans le cadre de cette idée de transfert de protéines, l'explication la plus simple, c'est que les cellules ganglionnaires ici captent la protéine d'une autre source, probablement les cellules bipolaires. Et donc, avec cette expression dans la rétine et l'idée que ces protéines régulent la mise en place de corps, on peut imaginer que des mutations dans une protéine comme OTX2, le gène de OTX2, peut entraîner des déformations au cours du développement. Il est connu un certain nombre de mutations dans le gène humain pour l'OTX2 qui cause un complexe qui s'appelle autocéphalie dysnucléaire complexe. Et on peut voir les hypoplasies de mandibule. C'est-à-dire que le mandibule ne forme pas complètement. Il peut y avoir des anomalies à niveau d'oreille, des formations dans la bouche, le mycostomia, c'est-à-dire que la bouche est plus petite. Vous voyez quelques exemples ici. Le mycoglossia, c'est-à-dire que la langue est plus petite. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les anomalies dans l'œil, qui est le micro-ophtalmia, c'est-à-dire les yeux qui sont plus petits, ou l'anophtalmia, c'est-à-dire l'absence de yeux. Donc, dans le laboratoire, pendant plusieurs années, en étudiant l'OTX2, le laboratoire a développé des idées de régions actives de la protéine OTX2 et a développé des mutations. Je vais parler de mutations juste dans cette région ici, je reviens en détail, mais ça c'est important pour la protéine, après elle est sortie de la cellule, de fixer des sucres complexes à l'extérieur d'autres cellules, qui s'appelle le glycosaminoglycane. Et après moi, Raoul va parler d'une mutation ici, le WF en YL, qui empêche l'internalisation de la protéine après elle est sortie de la cellule. Donc, pour reprendre cette idée, la mutation ici, ça consiste dans la protéine sauvage, wild type, RK, qui est mutée en AA. Et cette mutation empêche l'accumulation de la protéine dans le glycosaminoglycane. Ici, c'est le moitié sucre, schéma. Voilà, ça, c'est la protéine corps. Et normalement, l'OTX2 se fixe dans cette carbohydrate à l'extérieur, s'accumule et ça rentre, ça permet l'accumulation de la protéine dans les bonnes cellules, dans un certain sens. Quand cette RK est mutée à AA, la protéine est toujours capable d'entrer dans des cellules, mais
elle perd sa spécificité pour les glycosaminoglycans. Donc, elle ne cumule pas dans des endroits spécifiques, mais elle est toujours capable d'entrer. Le fait de cette mutation, de façon qu'on imagine, c'est que la protéine perd sa spécificité, elle est beaucoup plus promiscueuse dans le cible cellule, et en fait, parce que maintenant la protéine peut entrer dans tous les types cellulaires, dans un tissu, par exemple la rétine, la dose effective dans une cellule qui doit recevoir est diminuée. Mais cette mutation n'influence pas la capacité de cette protéine de fixer l'ADN. Parce qu'il faut garder en tête que c'est un facteur de transcription et l'activité, c'est de fixer l'ADN et réguler la transcription. Donc, la protéine mutée AA ici est toujours capable de fixer l'ADN ici, comme la protéine sauvage, non mutée. Et cette protéine mutée, le OTX2AA, garde toujours son capacité de réguler les transcriptions. Ici, c'est une expérience où alkylène phosphatase est lié à un promoteur RBP3, qui est une cible connue pour le TX2. Donc ici, on a une concentration augmentante de l'ADN pour le TX2. Ici, c'est le signal qu'on peut mesurer. Et la protéine wild type a cette stimulation de promoteur, l'expression de l'alkylène phosphatase. Et la protéine mutée A1 a une activité réduite. Donc, avec le souris qui exprime cette mutation AA, en combinaison avec des autres souris qui ont un allèle qui est invalidé, le laboratoire a mis en place, par croisement, des souris avec des activités OTX2 qui sont à 6 niveaux d'activité différents. Je voudrais souligner que dans les approches transgéniques, typiquement, on a 3 niveaux des activités. On a wild type avec 2 allèles qui sont l'activité complète. On a des souris hétérozygotes dans lesquelles un allèle est invalidé, donc il a une dose à peu près à moitié de ce qu'on voit dans un souris normal. Et ce qui est classique, c'est d'invalider le gène complètement, qu'il n'y ait pas du tout d'activité. Mais en utilisant ces souris OTX2AA qui expriment toujours la protéine, mais qui ont une activité réduite parce que maintenant la protéine est un petit peu plus diluée dans le tissu neuronal, ici, on a en fait 6 gradations de l'activité. OTX2 avec un allèle wild type, avec un allèle muté, donc un full allèle, et un allèle avec activité partielle. Ici, c'est moitié de le wild type. Ici, c'est 2 allèles partiels. Ici, c'est un seul allèle partiel parce que l'autre était invalidé. Et le souris avec aucune activité OTX2. Quand nous regardons ce qui se passe au niveau de naissance, donc ici c'est une souris normale qui est wild type, ça fait 18 jours après fécondation, c'est juste 24 heures le jour de naissance. Le souris qui a une activité normale et une activité partielle de l'autre allèle semble être normale. Ici, la majorité des souris présentent comme normales. Ici, cette souris qui a juste 2 allèles qui sont enfaiblis, qui ont des activités partielles, l'œil est plus petit. Vous voyez ici qu'un seul allèle avec d'activité diminuée, le vent de tête ne se forme pas. Celui-là qui n'exprime pas du tout l'OTX2, c'est littéral dans le stade embryonique. Donc, on a l'impression que peut-être il y a un gradient d'activité qui est de gauche à droite, mais dans le même individu, la pénétrance, l'activité est différente. Ici, c'est un souris AA, les 2 yeux sont normaux. L'œil gauche est de taille à peu près normale, l'œil droit était micro-ophtalmique. Et ici, il y a une présence de l'œil gauche et l'œil droit manque. Aujourd'hui, je vais juste me cibler sur cette 4 ici, parce que celui-là, pour étudier les yeux, ici, il n'y a pas un vent de tête, il n'y a pas de yeux, ce n'est pas la peine de faire. Et celui-là, ils n'arrivent pas à la naissance. Donc, on voulait tester l'activité, la fonction de ces souris dans une tâche visuelle. Et ça, c'est la réponse optokinétique.
qui est un test de l'acuité visuelle. Donc, ça consiste de mettre le souris dans un tambour, ici sur une plateforme, et sur le tambour, c'est des barres noires et blancs qui tournent. Si le souris est capable de percevoir les barres qui tournent, le souris fixe sa tête et ça tourne. Ça, c'est la réponse optokinétique qui est la même que chez nous, quand on est sur le train, et on voit les arbres qui passent et on a des yeux qui bougent saccadiquement. Si on prend une souris normale, wild type, et on présente des barres avec plus ou moins large, des fréquences spatiales différentes, on voit que des souris font en moyenne 2 tours par 2 minutes pour des barres avec cette fréquence spatiale. Avec une fréquence spatiale plus élevée, les souris font plus de tours, c'est-à-dire qu'il a une acuité visuelle plus importante. Et jusque les barres sont très fines, à ce moment-là, ils perdent l'acuité visuelle. Donc ici, c'est un courbe de tuning qui est classique pour une lignée de souris de type sauvage. Qu'est-ce qui se passe quand on teste nos 4 génotypes de souris? Ici, c'est le courbe de tuning pour le sauvage que j'ai montré. Avec un allèle intact et un allèle partiel, on voit que l'acuité visuelle est diminuée. Si on regarde des souris avec qu'un seul allèle fonctionnel, on voit que l'acuité visuelle est encore atténuée. Et ceux qui n'ont pas des allèles avec d'activité normale, donc 2 allèles partiels OTX2AA, ils ne voient pas du tout les barres qui tournent. Donc, ça nous donne une première indication que l'activité de OTX2 est en fait proportionnelle à l'activité comportementale physiologique, à moins dans une tâche visuelle. Mais qu'est-ce qui se passe dans la rétine? Ça, c'est des études en électrorétinogramme. Voilà notre schéma ici. On peut mettre le souris dans un champ et on peut stimuler avec un flash de lumière. Et avec des électrodes à l'extérieur de la tête, on peut mesurer les réponses de la rétine, l'électrorétinogramme. Je dis que la lumière pénètre et le photon hyperpolarise le photorécepteur. Donc voilà l'hyperpolarisation, le vague A. Et après, l'information traverse verticalement jusqu'à le bipolaire. Donc ça déclenche des potentiels d'action. Ici, c'est la vague B. Donc le vague A représente l'activité des photorécepteurs et le vague B représente largement l'activité bipolaire et une contribution de cellules ganglionières rétiniennes. On peut mesurer des aspects de cet électrorétinogramme. Par exemple, l'amplitude ici de la vague A et aussi la latence ici pour le vague B. Et l'amplitude de ces 2 mesures, c'est une bonne réflexion de le nombre de cellules qui sont actives dans la rétine. Lorsque la latence, le time ici, le délai, est une indication si les cellules qui restent ici sont fonctionnelles. Autrement dit, si les cellules sont un petit peu malades, fatiguées, cette latence va être augmentée. Si le nombre de cellules sont diminuées, l'amplitude va être plus petite. Et voilà ce qu'on voit dans des conditions scotopiques, c'est-à-dire que maintenant on stimule que le photorécepteur bâtonnet. Ici on a le souris wild type avec 2 allèles intacts et on voit ici l'amplitude de la vague A, donc ça c'est le nombre de photorécepteurs. Dès 30 jours après naissance, il y a une diminution importante dans l'électrorétinogramme pour la vague A en niveau d'amplitude. Autrement dit, il y a moins de photorécepteurs qui sont présents. Ça continue même à des stades plus tardifs. Maintenant, si on regarde la latence, c'est-à-dire la fonctionnalité des photorécepteurs, très précocement, il n'y a apparemment pas de différence, mais comme la latence augmente, ici, on voit que les cellules qui restent sont fatiguées, ils sont moins fonctionnels. Éventuellement, même les souris qui ont un allèle complet et un allèle partiel, ils montrent un déficit aussi. Maintenant, pour le vague B, qu'est-ce qui se passe au niveau de le bipolaire et le ganglionnaire? C'est exactement pareil. Le souris wild type, ils ont un bon fonctionnement au niveau de l'amplitude.
Mais quand on commence à voir les activités décroissantes de l'activité OTX2 et une diminution de l'amplitude. Donc il y a, selon la dose de l'expression de gènes, activité de gène OTX2, il y a moins de cellules qui donnent le vague B, le bipolaire et le ganglionnaire. Celui-là se mesure ici, et quand on regarde la latence, ce qu'on voit que précocement, comme ici avec le photorécepteur, les cellules qui sont présentes sont actives normalement, mais au fur et à mesure, avec la diminution d'activité OTX2, on a des déficits à niveau de l'activité des cellules qui restent. Donc, on a une diminution de la mesure physiologique, ça c'est l'acuité visuelle. Maintenant, nous avons regardé dans la rétine et les neurones qui sont présents, il y a une diminution en nombre et une diminution dans leur activité. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'anatomie, morphologie? Dans cette colonne, c'est le souris wild type avec deux allèles normaux pour l'OTX2 à des âges postnatals différents, 2 semaines jusqu'à 4 mois. Et ici, on a le génotype différent, donc un allèle normal, partiel, normal, rien, partiel, partiel. Donc ça, c'est l'anatomie normale pour ces souris, donc ce couche ganglionnaire, le bipolaire, le photorécepteur. Ce que je vais signaler, c'est ici, dès P14, 2 semaines après, on a l'impression que, bon, peut-être il n'y a pas beaucoup de différence entre ici, donc c'est-à-dire qu'un seul allèle actif fonctionnel de OTX2 plus un partiel, ça donne une rétine plus ou moins normale. Mais regardez ici, quand il y a 2 allèles partiels, que l'épaisseur des couches est beaucoup plus fine. Et peut-être il y a moins de cellules. Si on regarde tous les autres, ce qui est important, c'est qu'il y a un effet dose, c'est-à-dire le moins d'activité OTX2 qu'il est présent dans la rétine, le plus qu'on a pathologie, et il y a un effet d'âge. Éventuellement, ici, il y a une dégénération. Donc il y a deux aspects qui convergent. Une dépendance sur dose, une dépendance sur le vieillissement. Ici, c'est représenté dans notre façon, ça c'est l'épaisseur de couches différentes. Ça c'est le photorécepteur qui c'est le couche externe nucléaire, le bipolaire et les ganglionnaires. Donc 100% c'est le wild type, le sauvage. Ici, avec un allèle complet et puis un allèle partiel, on voit à court de temps que le couche ganglionnaire est largement stable, mais le couche bipolaire et le couche photorécepteur diminuent en taille, qui correspond très bien avec ce qu'on a mesuré électrophysiologiquement, qu'il y a moins de cellules qui sont présentes. Ici, quand on regarde les souris qui n'ont qu'un seul allèle complètement fonctionnel, on voit que cette perte d'épaisseur qui correspond largement au nombre de cellules commence beaucoup plus tôt. Et les souris avec 2 allèles avec activité partielle, on voit que même le ganglionnaire à des stades tardifs commence à changer. Donc c'est un effet dose, un effet d'âge dans la dégénérescence rétinienne. Au niveau des cellules spécifiques qui sont touchées, ça c'est des marquages de types cellulaires différents. Ici, 2 marqueurs différents pour les cellules bipolaires, donc ça c'est les couches qui sont là. Et ici, c'est un marqueur pour une sous-population de photorécepteurs, le cône qui sont sensibles à la lumière rouge-vert. C'est organisé pareil, donc on a les 4 génotypes avec des activités OTX2 décroissantes. Et on voit que le nombre de bipolaires à cet âge, 30 jours, est diminué en fonction de l'activité ou la perte d'activité OTX2. Pour les 2 marqueurs bipolaires, et ici, dans le photorécepteur sensible à rouge et vert, on voit quand on a moins d'activité OTX2, il y a moins de cellules qui sont présentes dans la couche. Donc celui-là, ça reprend un petit peu les photorécepteurs ici, et OTX2, et on parle aussi des autres cellules dans la rétine, par exemple ici, les cellules horizontales qui sont présentes. Et on voit qu'il y a un effet dose à cet âge pour la présence de les cellules.
Donc, quelque chose, c'est que quand on parle de cellules cônes qui sont ici, à cet âge, ils sont présents, mais éventuellement, si on attend suffisamment longtemps, ici jusqu'à 1 an, les souris perdent tout le génotype avec des activités OTX2 diminuées, perdent les cellules de photorécepteurs sensibles aux lumières vert et rouge. Donc, j'ai commencé de parler des activités, de 6 activités différentes de l'OTX2. J'ai montré des déficits à niveau d'activité comportementale, l'acuité visuelle, à niveau physiologique dans la rétine qui est l'électrorétinogramme, et aussi des changements anatomopathologiques. Si on combine des mesures de tout, donc l'activité comportement, l'acuité visuelle, l'activité physiologique et aussi le changement à niveau de la rétine, ça c'est le wild type, donc 2 allèles complets, un allèle avec activité partielle, ça commence normal, mais ça diminue. Et quand on a des activités OTX2 affaiblies, on a des changements qui sont progressifs et dépendent sur l'effet dose. Non, il y a quelques questions qui restent dans cette histoire pour nous. Le premier, c'est que pour les déficits qui existent très précocement, est-ce que c'est dû à un effet de différenciation aux spécifications des cellules? Autrement dit, est-ce que c'est vraiment un état très précoce et que les cellules se mis pas en place? Ou est-ce que c'est vraiment une dégénération post-mitotique? Une autre question qui est très intéressante, que tu es en train d'être abordée dans le laboratoire, quels sont les effets cellules autonomes et non autonomes? Autonomes, c'est-à-dire quels sont les effets directement liés à la transcription, l'activité transcriptionnelle de l'OTX2 dans les cellules qui fabriquent la protéine, et quels sont les effets dus à le manque de la protéine dans les cellules voisines qui n'expriment pas. Pour des déficits plutôt dégénératifs, la grande question, est-ce que les protéines exogènes peuvent éviter la dégénération des cellules qui est progressive? Et pourquoi ça c'est important? Parce qu'il existe des maladies où il y a une perte de cellules bipolaires. Ça c'est le congenital night blindness, c'est-à-dire que quand vous arrivez à peu près à mon âge, certains de nous commencent à perdre la vision scotopique, c'est-à-dire la nuit. Ce n'est pas juste une inconvénient, mais des gens avec cette maladie qui est liée en perte de bipolaire, ils ont leur activité de vie très réduite, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus capables, par exemple, de conduire la nuit. Okay. Il y a aussi des maladies qui touchent les photorécepteurs. Ça, c'est la pigmentose rétinite. Il y a aussi la dégénération qui est de la macula qui est liée à l'âge. Donc, deux questions, c'est que est-ce que les protéines exogènes administrées, par exemple, dans des modèles animaux de ces maladies, peut nous donner une indication que OTX2 peut être une protéine thérapeutique pour ce type de maladie, surtout pour la pigmentose rétinite, parce que c'est très, très prévalent. Et encore une fois, à mon âge, les dégénérations de macula, ça commence à être problématique. Et il y a un autre exemple, qui est le glaucome, mais je laisse Raoul parler de ça avec vous. Comme je dis, c'était largement Clémence et Raoul qui ont mené ces travaux avec la collaboration d'une équipe à l'Institut de la Vision, en collaboration avec en Corée et avec Dario et Antonio qui sont à Napoli. Merci beaucoup, je suis ouvert à la question.